de l'enregistrement. Alors, ok, parfait. Et bah, du coup, on peut se présenter, Mathieu et moi, sur la slide d'après, Justine. Ouais, on va commencer le webinaire. Bienvenue pour ce webinaire organisé par Fertilidé, une société coopérative. Vos animateurs aujourd'hui sont Colline Jam et Mathieu Maréchal, moi-même. On est tous ingénieurs dans l'équipe avec Justine qui s'occupera de la logistique pendant ce webinaire. Merci Justine. Et donc avec une spécialisation sur la transition écologique des territoires. Donc, Colline, si tu veux prendre la parole pour te présenter en une ou deux phrases, n'hésite pas. Oui, bah je suis de formation à la base ingénieur en reconversion depuis 1 an et demi et donc j'ai intégré dans ma reconversion professionnelle Fertilidé à ses débuts et je serai l'une des 2 animatrices donc, de cette session avec donc des forts engagements de transition écologique. Donc j'espère que ce webinaire vous apprendra des choses et vous donnera envie. Voilà, et donc pour préciser une chose, ce webinaire s'inscrit aussi dans le cadre d'une enquête nationale auprès des élus municipaux et des agents municipaux qu'on a lancé chez Fertilidé il y a environ 2 mois et qui arrive à son terme prochainement. Donc les actualités sur cette enquête vont bientôt arriver. D'ici 2 semaines environ, avec l'analyse et le compte-rendu des résultats, une infographie et d'autres informations que vous verrez sur notre site web fertilidé.fr et sur LinkedIn en particulier également. Alors, oui, Justine, tu peux peut-être passer au slide suivant. Tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à indiquer vos remarques dans le chat avec le petit bouton qui est indiqué ici. Et donc, on y répondra dans une phase d'échange après la présentation du webinaire à proprement parler. Alors, le focus aujourd'hui, c'est l'agenda 2030. Une chose importante à vous dire, c'est que l'agenda 2030 est une démarche à laquelle nous sommes attachés, mais qui n'est pas la seule démarche possible pour engager une démarche de transition écologique dans votre commune. La méthodologie qui est appliquée dans l'agenda 2030 peut être reportée et réplicable dans d'autres méthodologies. Donc ça, c'est un premier point important. Alors, à quoi vous attendre pendant l'heure qui arrive? Tout d'abord, on va parler évidemment de l'agenda 2030 et des ODD. Qu'est-ce que c'est que donc tout ça? On va vous en parler. Ensuite, on donnera des exemples concrets de communes qui ont adopté cette démarche. On vous parlera aussi des solutions que la coopérative Fertilidé apporte et on vous présentera rapidement qui nous sommes. Pour finir sur un temps d'échange pour répondre à vos questions éventuelles et échanger sur ce sujet. Alors, commençons tout de suite. Alors, ce que vous allez voir, c'est qu'on a essayé de rendre les choses un petit peu participatives et dynamiques. Donc, vous voyez, il y a des petites étiquettes qui sont collées à droite à gauche sur les slides. Si vous le souhaitez, comme nous ne sommes pas nombreux, vous pourrez répondre à mes questions à l'oral. Ce sera assez sympa, je pense. Alors, l'agenda 2030, tout d'abord, qui s'en est occupé, qui a créé cette démarche, c'est l'ONU en 2015, avec un gros consensus. 193 États ont signé ce programme de développement durable, qui est à l'horizon de quelle année, selon vous? Une question facile pour se mettre en jambe. Et pour vérifier que les micros fonctionnent. 2030 peut-être. Bravo. Bravo. Alors, vous gagnez le premier point. Bravo. Alors, cet agenda 2030 a pour objectif, à la fois pour la planète et pour les habitants de notre planète, d'atteindre la prospérité, la paix et d'engager des partenariats sur ces sujets. L'ambition est très forte. Il s'agit de transformer notre monde pour éradiquer la pauvreté et assurer une transition vers un développement durable. Deuxième question, vous la voyez. Qu'est-ce donc que le développement durable? Il ne faut pas passer le slide, Justine, il faut attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est pour vous le développement durable? Est-ce que quelqu'un saurait en donner une définition? Moi, j'ai juste un souci, c'est Nathalie. Je ne vois pas en fait défiler les slides. Ah mince, chez moi ça marche. Est-ce que ça marche pour le reste des participants? Oui, chez moi ça marche. Oui, là, c'est avec la question développement durable.
Ouais, on est sur développement durable, point d'interrogation. Alors, c'est peut-être une question, Nathalie, de bande passante. Essayez peut-être de vous reconnecter, le cas échéant, ou de recharger la page. Ah, je crois que Nathalie va revenir. Alors, développement durable, est-ce que quelqu'un saurait donner une définition courte, hein, on n'attend pas... Courte. Ouais, assez courte, ouais. C'est bon. Parfait, Oui, Nathalie. Nathalie. Alors, Armand, vous avez une idée? Oui, c'est un développement qui veut qui veut la réussite de notre société aujourd'hui, mais tout en respectant, en ne gênant pas le développement de nos sociétés de demain. Excellent, c'est exactement ça, Armand, bravo. Justine, tu peux afficher la réponse si tu veux bien. Donc je paraphrase, hein, mais c'est ce que vous venez de dire, Armand. Donc c'est un développement qui répond à nos besoins aujourd'hui, sans compromettre les besoins des générations à venir, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Exactement. Parfait. Alors, continuons. Tu peux passer le slide, voilà, merci. Alors, est-ce que vous connaissez une représentation éprouvée depuis quelques décennies, je vous donnerai un indice si besoin, qui permet d'illustrer les besoins humains? Alors, le donut, ouais, c'est une représentation, c'est pas celle-là qu'on pense. Elle est moins circulaire, disons, c'est une autre forme. Voilà, la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, oui. Ouais, exactement. Donc, c'est bien cela. Alors, la pyramide de Maslow, pour vous la rappeler rapidement, parce que toutes les activités humaines sont liées à la réponse à des besoins que nous exprimons. Il y a des besoins tout en bas de la pyramide qui sont physiologiques, manger, boire, s'habiller, etc. Des besoins de sécurité, donc avoir un logement, un emploi stable, l'accès à des soins médicaux, etc. Et puis ensuite, quand on progresse dans la pyramide, besoin d'appartenir, d'amour, de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Et plus on augmente, plus ça s'abstrait des besoins d'estime, de reconnaissance, d'être respecté dans sa personne. Et tout en haut, des besoins de pouvoir exprimer son potentiel, sa créativité, réaliser ses désirs et s'épanouir. Donc ça donne en fait une vision de ce qui est essentiel pour tout être humain. Et la question suivante que je vais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face collectivement à une grosse difficulté pour respecter ces besoins qui nous sont communs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est difficile de répondre aux besoins de tout le monde aujourd'hui? Est-ce que ça évoque quelque chose? Non? Pas de souci, je vais vous donner la réponse. Justine, tu peux afficher la réponse. La voici, la réponse, c'est que nous sommes dans un environnement fini, avec des limites. Donc cette belle planète sur laquelle nous habitons, eh bien, ses ressources sont limitées, ses capacités sont limitées. Et donc on doit travailler avec ça, quoi, grosso modo. Pour répondre aux besoins de tout le monde, il faut aussi qu'on respecte les limites de notre planète. Oui, Justine. Je me permets de te couper, Mathieu, parce qu'on a juste une remarque de Audrey qui nous dit que la pyramide de Maslow n'est en fait pas une pyramide. Et je trouvais que vu qu'on n'était pas beaucoup à ce webinaire, je suis intéressée de connaître la nouvelle forme de la pyramide, Audrey, si vous voulez. Oui, pardon, je ne veux pas créer de débat. Non, très bien. J'étudie en master en redirection écologique et en fait, on apprend que la pyramide de Maslow n'est qu'une interprétation de la part de Maslow, qu'il ne l'a finalement jamais vraiment créée sous forme de pyramide, que c'est même plus un cercle. Et donc, je trouvais ça intéressant de considérer ces besoins comme étant pas forcément pyramidaux,
mais comme étant plutôt finalement tous dépendants les uns des autres, peu importe le niveau où on est. Ça passe pas forcément que par le besoin de sécurité avant le besoin d'amour. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est plus cyclique, c'est plus un cercle un peu à la façon du donut au final que d'une pyramide. Donc voilà, désolée de... Non, c'est une très bonne remarque et on vous en remercie. J'ai lu la même chose il y a quelques années, comme quoi on peut ne pas avoir tous ses besoins physiologiques remplis sans que ce soit nécessairement la fin du monde, et que certaines personnes ont plus besoin d'appartenance que d'accomplissement de soi, etc. Et donc effectivement, j'avais vu ça aussi. Ouais, c'est une remarque très pertinente. Merci à vous. Toujours est-il, on a des besoins, quelle que soit la façon dont on les représente et de leur hiérarchisation, catégorisation, etc. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore en train de faire l'extraction de mines sur la Lune ou dans les astéroïdes, donc nous avons des ressources limitées. Justine, si tu veux bien passer à la slide suivante, merci. Alors, la Terre a des limites. On parle d'ailleurs des... Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on parle des limites? Des ressources? Ouais, non, c'est les ressources, ouais, mais plusieurs personnes donnent la réponse. Ouais, les limites planétaires, alors combien est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous savez? 7 ou 8. Ah, presque, c'est 9. Ouais, bravo Audrey et Véronique. Alors, c'est un institut à Stockholm qui a imaginé cet outil de travail en 2009, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que vous en connaissez quelques-unes des limites planétaires? Est-ce que, avant qu'on vous montre le diagramme, vous en avez quelques-unes en tête? Il y a le réchauffement des océans, non, parmi les 9? Ouais, presque. L'acidification des océans, ouais. Pardon, l'acidification. Ouais, bravo, c'est ça. Est-ce que vous en avez une ou deux autres, des limites? Réduction de la couche d'ozone, ouais, exactement. Et une petite dernière, peut-être? Ouais, l'eau douce, ouais, effectivement. Bravo. Justine, si tu veux bien présenter les 9 limites planétaires, s'il te plaît. Les voici. Donc, c'est comme tout outil de travail de ce type, une simplification de la réalité, hein, bien sûr, mais c'est un outil que nous, on estime très utile, parce qu'il nous permet de voir qu'il y a certaines choses pour lesquelles on est encore, entre guillemets, dans le vert. Par exemple, on parle de l'ozone, le protocole de Montréal de 1987 donne des résultats, et donc on est plutôt OK sur cet aspect-là. L'acidification de l'océan, vous voyez, on est presque à la limite de ce qui est acceptable en termes de capacité de limites planétaires. Et puis, il y a d'autres limites qui sont amplement dépassées. Le changement climatique, la biodiversité, la pollution, donc tout ce qui est entité nouvelle dans la biosphère, c'est tout ce qui est plastique, pesticides, OGM, etc. Alors, il y a 350 000 substances différentes qui sont dans l'environnement aujourd'hui. Donc, c'est un bon outil pour nous, en ce qui nous concerne chez Fertidé, pour appréhender ces limites et aller au-delà d'un discours ambiant qui peut être très centré sur le climat et uniquement sur le climat. Donc voilà, je pense que ça vous donne un petit parcours du contexte de l'agenda 2030. Est-ce que, Colline, tu as quelque chose à rajouter avant que je te passe la parole? Non, tu peux me passer la parole. Voilà, parfait. Ouais. Et comme le dit Justine, si vous avez des commentaires, questions, n'hésitez pas à nous les ajouter dans le chat, comme vous le faites, c'est parfait, ou à prendre la parole. Ouais. Donc, pour en revenir un peu plus maintenant aux ODD, donc Objectifs de développement durable, Justine, je pense que c'était un décalage quand tu appuies sur le bouton pour que tu arrives à anticiper. Alors, j'avais un slide de plus. Tu veux les prendre, Colline, ou je les prends? Non, moi je peux le faire. Ok, ça marche. Donc justement, si on en revient à nos moutons, pour couvrir l'intégralité des enjeux de développement durable de tous les pays, l'ONU a défini quoi? Alors, on est dans l'agenda 2030, mais qu'est-ce que concrètement l'ONU a défini pour couvrir tous ces enjeux-là? Est-ce que vous avez une idée? Les 20 objectifs?
Et 17 objectifs? 17, c'est ça. Ouais, les 17 objectifs de développement durable, effectivement, donc on les a mis là. Donc en premier lieu, il y a bien, donc ils sont tous numérotés et on parle souvent avec des numéros d'ODD. Donc le zéro pauvreté, le deuxième par exemple, vous savez de quoi il s'agit? On en a caché le 2, 13, 14, 15. Manger à sa faim. Ouais, c'est ça, le zéro faim. Zéro faim. Ouais, donc enfin, tout le monde est accès à l'alimentation sans faim. 13, 14, 15. Donc le 13, ça parle à quelqu'un? Il s'agit de biodiversité, je crois. Alors ça, c'est le 14 et le 15. C'est vrai que la photo, elle est un peu l'image. C'est vrai que l'image du 13 n'est pas très... Oui, c'est étonnant. Le 13, c'est dérèglement climatique. Donc, avoir un climat qui soit soutenable pour tous. Et donc, biodiversité, effectivement, c'est découpé en deux. Biodiversité sous la mer, dans l'eau et sur Terre. Ouais. Donc, effectivement. Et finalement, répondre à l'agenda 2030, c'est finalement reprendre tous ces ODD-là, et arriver à avoir la meilleure note, finalement, à noter l'engagement qu'on a sur chacun de ces ODD pour être le plus irréprochable possible sur tous ces aspects-là. Alors, bien évidemment, ce serait quasiment impossible et voire décourageant de se lancer sur 17 ODD en parallèle. Et c'est pourquoi l'agenda 2030 a été fait. Et pour vous présenter, avant de vous présenter vraiment notre méthodologie, je voulais revenir sur à quoi ça peut ressembler un agenda 2030 finalisé, donc avec des actions concrètes qui ont été menées. Donc, on a pris 2 exemples de communes qui sont proches de chez nous, par facilité et par réseau. Donc, la ville de Clisson, qui est une commune proche de Nantes, et qui a, par exemple, donc ça fait quelques années maintenant qu'elle a décidé de travailler là-dessus, et elle suit un schéma que nous, on recommande également, c'est-à-dire se focaliser sur 3 axes d'intervention. L'idée étant de ne pas donc considérer les 17 ODD d'un coup, mais plutôt de se questionner sur quels sont les ODD que notre commune aurait tout intérêt à travailler dessus. Est-ce qu'on a des lacunes quelque part? Est-ce que notre territoire est plutôt rural, plutôt urbain? Est-ce qu'on a des contraintes X ou Y finalement? Donc, on fait cette étape de diagnostic-là en début d'accompagnement pour savoir pour déterminer en fait ensemble quels sont ces 3 axes d'intervention sur lesquels on va travailler. Donc là, dans le cas de Clisson, ils avaient soulevé la question de la biodiversité, de la mobilité et de l'éducation. Et dans chacun de ces axes, pour le rendre encore plus concret, on va chercher des actions. Donc, il pourrait y avoir 3 actions comme 15 actions. Le but étant d'avoir suffisamment d'actions pour que ce soit quand même optimiste et engageant, mais pas trop pour ne pas s'essouffler dans le projet. Et avoir des actions autant court terme pour rentrer dans un mandat aussi électoral qui est visible, malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas, il faut quand même du concret assez rapidement pour donner envie de s'engager plus loin, mais également des actions qui pourraient être plus long terme. Donc, toutes ces actions-là sont déterminées avec le comité de pilotage de l'agenda 2030. Et par exemple, pour donner quelques exemples un peu plus concrets, si on parle de la préservation de la biodiversité dans le cadre de Clisson, parmi les 10 actions qui ont été mises en place, il y avait par exemple la création d'un nouveau sentier pédagogique biodiversité pour les enfants, la labellisation pour un territoire engagé pour la nature. Ils ont aussi décidé de créer un écran végétal sur le futur parking qu'ils avaient d'un centre commercial. Et ensuite, pour la partie, donc c'est un peu lié à biodiversité et éducation, ils ont décidé d'être plus ambitieux encore que la loi Egalim et proposer 75% des produits de qualité durable, dont 30% de produits bio au restaurant scolaire. Et donc, tout cela pour dire que finalement, quand on travaille sur un axe d'intervention et sous une action, en général, ce n'est tout le temps, comme on est sur un sujet très écosystémique, on répond jamais qu'à un seul ODD. À chaque fois, on va plutôt en toucher plusieurs. Par exemple, pour la biodiversité, là, on travaille sur 8 ODD en parallèle. La biodiversité marine étant toujours assez liée à la terrestre, qui est liée au dérèglement climatique, qui est liée aux questions de l'eau. Donc, finalement, voilà, on fait cet état de l'art initialement pour mener à des actions très concrètes du terrain. Saint-Philbert de Grandlieu, par exemple, avait décidé de mettre en place des solutions de partage de vélos dans la ville pour favoriser la mobilité douce au sein de la communauté et développer l'éco-pâturage. Donc ça, ce sont des exemples assez concrets de ce qui pourrait être fait durant une année d'accompagnement. Et donc, pour être plus concret, nous, notre solution fertilité, on s'est inspiré d'une méthodologie, peut-être que vous la connaissez,
quand l'ONU a lancé le programme Agenda 2030, dans la foulée, ils ont proposé ce qu'ils ont appelé la méthode-D, qui était leur méthodologie pour suivre ce programme. Le frein qu'il y avait à cette méthodologie-là, c'est que l'agenda 2030, il se veut autant être un outil pour l'Europe, pour la nation, pour les territoires large échelle et petite échelle. Nous, quand on l'a repris pour s'intéresser vraiment aux collectivités, on l'a vraiment retravaillé et allégé pour éviter tous les doublons, pour essayer que ça tienne vraiment une année d'accompagnement, étapes, feuille de route et application de la feuille de route compris. Donc finalement, c'est cette méthodologie-là que nous, on vous propose. Et de façon, donc, je pourrais vous le dire dans les petites lignes, mais dans les grandes lignes, on a suivi 4 étapes clés, qui sont 4 étapes qui finalement, tout projet d'ingénierie de conduite du changement va appliquer. La première étape, donc nous, on a mis un petit champ lexical un peu sympa, mais dans l'idée, c'est un peu la partie sensibilisation. Donc module 1, le semer. C'est semer un peu les graines de quoi on parle aujourd'hui, quelle est la base de connaissances que chacun doit avoir pour comprendre où on veut aller, comment on veut y aller. Donc, c'est vraiment une sensibilisation de toutes les parties prenantes qui s'intéressent au sujet de près ou de loin, comprendre l'utilité du projet. Donc ça, c'est un petit module qui est assez rapide dans le temps, qui est suivi ensuite par la phase 2 de diagnostic, qui là est plutôt plus chronophage du côté donc de nous, Fertilidé, que de vous, côté commune. Parce que là, on diagnostique en fait l'état actuel de votre commune. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'au niveau des communautés de communes, au niveau des départements, des régions et même des fois de la France, des lois passent, des actions vous sont imposées ou alors même vous êtes accompagné aussi sur d'autres projets de développement durable. Et l'idée de l'agenda 2030 étant de ne pas faire doublon avec tout ce qui est déjà fait, mais plutôt de voir un peu une cartographie de tout ce qu'on fait aujourd'hui. OK, ça permet d'être à tel niveau sur tel ODD. Maintenant, comment on peut aller plus loin? Quels ODD on va choisir et sur lesquels on a envie de travailler. Donc là, c'est vraiment un diagnostic à T égale 0 qui est fait du territoire en question. Et une fois qu'on a ce diagnostic-là, on va travailler tous ensemble sur la feuille de route. Et là, j'insiste sur le fait que Fertilidé ou n'importe quelle autre structure accompagnatrice de ce genre de démarche est là vraiment dans un but de coordination, d'aide à la conduite du changement au sein du projet, mais on n'est pas là en tant que décisionnaire de quelles actions sont à privilégier ou autre. Voilà, c'est vraiment une démarche initiée par la commune avec des volontés par la commune, c'est le conseil municipal et les élus, les citoyens qui peuvent avoir leur mot à dire, beaucoup plus que l'organisme externe qui coordonne en fait tout le projet. Et donc, dans cette phase cultivée, on va vraiment détailler les axes d'intervention qu'on va étudier, ainsi que les missions qu'il y a dedans, quels objectifs on se donne, quels indicateurs on va utiliser pour suivre l'état d'avancement des projets. Donc, concrètement, on écrit une feuille de route et on la suit. Et là, vous avez un accompagnement plus ponctuel dans le temps par Fertilidé pour vous aider à suivre tout ça, sachant que, encore une fois, la méthode ODD, elle donne une énorme liste d'indicateurs, par exemple, pour chaque ODD. Là, le but étant aussi de sélectionner quels indicateurs sont pertinents dans le cas de votre territoire. Voilà, et puis ensuite, donc, une fois que la feuille de route elle est suivie, on s'assure bien évidemment qu'on n'a pas fait tout ce travail-là pour le jeter à la poubelle une fois que c'est terminé. On s'assure qu'on le préserve et donc on suit l'avancée des indicateurs de réussite et on voit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux parce qu'on est sur une circularité, on peut toujours faire mieux, faire plus. Donc finalement, avec une méthodologie comme l'agenda 2030, mais comme même tout autre projet de conduite du changement, on sait en général quand est-ce qu'on le commence, on voit difficilement quand est-ce qu'on le termine parce que ça pourrait être éternel. Et c'est ce qui fait quand même la chance de ce projet-là. Donc, on a un livret qui est téléchargeable sur notre site internet. Je pourrais vous le transférer pour ceux qui sont intéressés à la fin de session, enfin quand on vous fera un mail récap qui détaille un peu plus. Et pour faire juste un petit focus sur le détail, je veux bien que tu passes à la slide d'après, Justine. Donc là, dans ce flyer, chaque étape, on les détaille beaucoup mieux que ce que je viens de vous présenter. On rappelle les objectifs de l'étape, vraiment les modalités très pratiques, quel est le temps, quelles sont les personnes qui doivent être présentes à ces réunions-là, les prérequis, quel livrable on attendra de ces étapes-là, et le contenu des étapes.
Voilà, on a fait vraiment, on a essayé en tout cas chez Fertilité de faire un gros travail de fond pour alléger toute la démarche et vous enlever un peu la charge mentale de savoir quoi faire, à quel moment et qui inviter. On essaie de gérer toute cette phase de projet-là. Voilà pour ça. Et donc, quand on a lancé ça, on a aussi lancé notre sondage auprès des collectivités pour savoir pourquoi, malgré le fait que beaucoup de collectivités sont quand même conscientes des limites planétaires, des leviers d'action qu'elles ont sur leur commune, pourquoi pas plus de communes s'engagent dans des démarches de transition. Donc, je vous pose la question, quels seraient vos freins actuels pour vous lancer dans une démarche de transition, que ce soit Agenda 2030 ou une autre, ou un PAT ou autre chose? Qu'elles ne savent pas par quoi commencer, souvent, non? Ouais, oui, on a eu, je le mettrais dans les compétences, un peu un manque de structure ou de compétences. Alors, il y a Ouais, il y a les compétences, connaissances, ouais, très bien. les moyens. Ouais, donc Nathalie a dit dans le chat qu'effectivement, il y a un manque de moyens humains parfois et de moyens financiers. Ok. Effectivement, de freins bien, qu'on a bien retrouvé aussi dans le sondage. Alors, c'est un petit spoiler de ce qui va sortir au sondage dans le mois, mais et il y a un dernier frein d'ailleurs qui pourrait être représenté par, j'ai plus votre prénom de la réunion, Armand. Oui, par Armand. Armand. Peut-être pas. Hein. Je ne sais pas si c'est un des freins que vous avez, mais Je ne vois pas là. non, mais je ne vais pas créer des freins s'il n'y en a pas. Ce serait vraiment une idée de ma part. Mais on pense, enfin, on a eu aussi des retours de l'éloignement géographique par rapport à des fois des métropoles qui ont les moyens. Par exemple, notre métropole, elle met beaucoup de moyens à disposition des communes de cette Comcom. Mais dès qu'on va dans des zones plus rurales ou plus éloignées de grandes villes, elles ont moins de capacité à faire appel à des structures déjà parce qu'elles ne les connaissent pas forcément. Il y a moins de réseau qui est fait. Donc, Ça, c'est bien vrai. Voilà, il y a ce manque, on va dire, cet éloignement géographique, mais qui est très lié aussi au manque de compétences terrain, au manque de budget aussi des fois, et au manque de temps. Donc ça, c'est les 4 principaux freins qu'on a retrouvés suite au sondage et qu'on avait pu quand même expérimenter un peu au quotidien. Peut-être qu'il y en a d'autres, probablement qu'il y en a d'autres. Donc pour l'instant, on s'est focalisé vraiment sur répondre à ces freins-là pour proposer une solution, parce qu'on le dira ensuite, mais on est... Ouais, Justine ? Il me semble que, je ne sais pas si c'est Nathalie ou Audrey ou Véronique, mais c'était une voix féminine qui disait qu'elle ne savait pas par où commencer. Et il y a peut-être aussi ce frein-là qui est en effet pour l'agenda 2030 quelque chose d'assez diffus et il y a plein d'informations partout. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou pas. C'était Véronique, ouais. Ouais, ça peut être un frein qu'on peut mettre, je pense, dans la brique compétence sur la partie organisationnelle, en fait, comment on aborde un projet complexe de ce type-là. Donc ça, en tant que tel, c'est une compétence aussi qu'on apporte, en fait, sur l'accompagnement. Voilà. Et du coup, dans la slide d'après, on vous présente un peu les 4 solutions qu'on a mis en place pour lever au mieux, donc de façon modeste. Hein, on est une coopérative nantaise créée il y a 1 an et demi, donc on essaie de faire les choses au mieux possible. Mais donc tout ce que je vous ai présenté jusque-là, on était plutôt sur l'offre 1 en fait, d'accompagnement complet, c'est-à-dire que vraiment on suit de module 1 au module 4 l'accompagnement Agenda 2030 pour une commune. Donc on appelle ça externalisé parce que c'est Fertilité qui le coordonne, même si c'est interne, bien évidemment, à votre commune. Et de façon préférentielle, avec notre ancrage territorial sur le 44, l'offre 1, c'est vraiment du présentiel. Ce qui permet de vraiment répondre aux freins de compétences, de manque de temps et de manque de compétences, parce que c'est nous qui gérons vraiment la partie charge mentale, coordination du projet à distance. Et en présentiel, mais travail back-office pour vous le présenter en présentiel, qui ne levait pas, en revanche, pas le frein sur la partie financière. L'accompagnement, pour donner un ordre d'idée, on a aux alentours à quelque chose de près, mais de 15 000 € l'accompagnement sur l'année, qui peut paraître, qui est assez bas sur le marché. On essaie de tirer le maximum au plus bas pour permettre à un maximum de collectivités de pouvoir se l'offrir. Donc, qui est assez bas par rapport à des accompagnements d'une année. Mais 15 000 € pour beaucoup de collectivités aussi rurales, c'est un budget qu'elles n'ont pas du tout sur l'année, hein, tout domaine de transition écologique compris. Donc, on s'est aussi rendu compte que pour ce genre de public-là, on ne pouvait pas se permettre de leur proposer qu'un accompagnement à ce tarif-là.
D'où notre deuxième offre, où là, on propose à des gens qui ont les compétences sur place, enfin, qui ont une personne qui a du temps ou un élu chargé de la transition écologique sur place, de se former à notre méthodologie. Donc là, on l'aiguille vraiment, on lui donne tous les outils, que ce soit des outils physiques, quoi, la boîte à outils concrète avec tout le programme, avec les fiches à remplir au fur et à mesure et toute la méthodologie. Mais également de la formation, donc c'est sur 2 jours. Et la première journée, ça s'oriente aussi sur la posture que cette personne-là devra avoir pour parler à donc un comité municipal avec des hiérarchies un peu différentes, avec c'est très aussi politique, c'est aussi économique. Donc, quelle posture avoir en tant qu'animateur de cette formation-là? Donc, on mêle un petit peu le fond et la forme dans cette formation. Et l'idée étant qu'après ces 2 jours de formation, la personne de la commune est capable de mener à bien l'agenda 2030 sur l'année. Donc, soit elle est ultra autonome et là, c'est bingo quoi, pour la collectivité et ça déroule tout seul. Et puis là, on n'a plus besoin de fertiliser. Soit de façon ponctuelle, on peut le lier à l'offre 3 qui est en fait du coaching un peu régulier ou plus ponctuel pour débloquer des parties, pour peut-être donner des outils spécifiques à telle ou telle étape un peu plus technique ou qui demandent une posture vraiment un peu différente, externalisée pour parler à un public large de parties prenantes très variées. Donc ça, c'était la 3e. Et enfin, la dernière offre qui est en fait l'équivalent total de la première, c'est-à-dire un accompagnement vraiment complet externalisé pour lever le frein sur les personnes éloignées géographiquement. Donc bonjour Armand. Donc cette offre-là à distance, donc forcément on l'a privilégié moins. Si on peut le faire en présentiel, c'est toujours mieux de travailler en face à face. Hein. Mais on a également donc conçu cette méthodologie-là pour qu'elle soit adaptable à distance. Et comme ça, voilà, on espère pouvoir lever un maximum de freins avec ces 4 options-là que vous pourrez également retrouver dans la plaquette que je pourrais vous transférer donc à la suite de cette présentation avec un peu tous les détails un peu plus pratiques. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça les solutions fertilité pour l'agenda 2030 qu'on propose. Et je pourrais voir ensuite pour les questions. On faisait un rapide focus sur notre coopérative parce que, comme je le disais, comme Mathieu le disait, on est sous un format coopératif. C'est-à-dire que dès le début, nous, on cherche pas à se faire du business sur le dos de la transition écologique en général. Nos statuts nous limitent à répondre à notre raison d'être qui est marquée dans nos statuts, qui est visible partout, c'est transparent. Et en fait, dans les statuts donc on est une SAS SIC. SIC, c'est pour Société Coopérative à Intérêt Collectif. Quand on est une SIC, on se doit d'avoir un certain pourcentage qui est réinvesti pour l'activité de la société, pour répondre à la raison d'être de la société. Nous, notre raison d'être, c'est d'accompagner les territoires, que ce soit entreprises ou collectivités, vers un modèle plus résilient. Et on a décidé de se forcer encore plus à être vertueux. Donc, c'est vraiment 100% de notre marge opérationnelle qu'on a décidé de réinvestir dans les collectivités, et ce, pour avoir un double impact. Finalement, on a un premier impact quand on accompagne la commune lambda, mettons, parce qu'on l'accompagne déjà dans sa transition à elle. Et en plus, l'argent qu'on a réussi à avoir grâce à cet accompagnement-là, on le réinvestit également pour accompagner une seconde collectivité, peut-être à moindre coût, peut-être dans d'autres conditions. Voilà, c'est vraiment l'idée de la coopérative et c'est assez intéressant de savoir au moins que ça existe parce que c'est pas encore ultra connu et pour autant ça prend un petit peu plus de place de jour en jour et c'est une bonne chose, on pense, parce que ce modèle coopératif, il est aussi sollicité pas mal par les collectivités qui souhaitent, par exemple, redynamiser leur centre-bourg. C'est l'une des solutions qu'elles ont à leur disposition. Créer une SIC en fait avec un local communal qui est laissé à un groupe de citoyens qui veut par exemple lancer le petit commerce. Et le modèle SIC permet à ce que chacun ait un collège. Donc on peut passer à la slide d'après. Ça marche en collège dedans. Donc on peut vraiment gérer la gouvernance. On pourrait imaginer dans un projet de centre-bourg où il y aurait un collège de salariés, donc de citoyens salariés, le collège des propriétaires donc de la structure qui serait la commune. Et ça permet vraiment de faire travailler des écosystèmes entre eux qui seraient vraiment plus difficiles, voire impossibles à faire dans une SAS classique. Donc voilà, c'était plus pour vous parler du système coopératif que nous, on a testé et approuvé jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas, si ça vous voulez en savoir plus, c'est vraiment un off par rapport à l'agenda 2030, mais on pourra vous en dire plus également. Et on s'apprête à accueillir 3 nouveaux sociétaires, dans les semaines à venir.
Voilà. Et oui, l'avantage, oui, le dernier avantage vraiment d'une coopérative, c'est que une personne de la coopérative égale une voix, ce qui permet également de ne pas être tributaire de quelqu'un qui apporterait une énorme enveloppe, qui aurait du coup tout le pouvoir politique de l'entreprise. Ça ne se passe pas comme ça, donc donc on a tous une gouvernance vraiment très transparente et très homogène, ce qui fait un petit peu la force de ce système-là, qui mérite, je pense, à être plus connu et plus publicité. C'est ça notamment qui a été mis, c'est vraiment une aparté, mais je ne sais plus, en Bretagne, il me semble, il y avait des citoyens qui ont acheté une éolienne pour avoir directement l'énergie de l'éolienne qui leur a été donnée, parce qu'ils ont payé cette éolienne à plusieurs. Ils ont monté une OSIC pour pouvoir avoir la structure juridique qui va bien pour ce genre de projet. Donc, voilà. On pourra vous en dire plus tard. Donc, nous, on a un collège des bâtisseurs du quotidien. Nous 3, c'est ceux qui passons plus de 2 jours par semaine sur le projet. Là, concrètement, on est à 100% de notre temps dessus. Et ensuite, on a d'autres collèges dans nos sociétaires. On a un collège des experts engagés, ceux qui sont là pour nous aider ponctuellement sur des domaines un peu spécifiques. On ne cherche pas à réinventer tout, c'est-à-dire que si on a une association locale qui est hyper engagée, experte de la mobilité douce, par exemple, et qu'une commune a besoin de cette expertise-là, eh ben nous, on s'occupe de faire le lien, justement, de par notre statut de coopérative. C'est vraiment l'objectif. Voilà pour moi. Et donc ça nous laisse une bonne demi-heure, mais on est bien, pour avoir un petit temps d'échange s'il y a des questions, des retours sur le programme, ce que vous pensez du programme Agenda 2030 de façon générale, ou des façons qu'on a essayé de trouver pour lever tous les freins qui pouvaient se présenter à vous. Voilà, n'hésitez pas. Et également de peut-être parler des solutions que vous mettez vous-même en place au sein de vos structures, ou des communes avec lesquelles vous travaillez. Alors, on a Audrey, je pense, qui veut prendre la parole. Allez-y, Audrey. Oui, merci beaucoup. J'avais des petites questions par rapport à vos offres, comme ça je me fais le relais aussi auprès des élus. Vous disiez en estimation budgétaire, du coup pour l'offre 1, on est autour des 15 000 € pour l'accompagnement sur l'année. À combien vous évaluez du coup les autres offres pour qu'on ait un ordre d'idée aussi en fonction des budgets de chaque commune? Ça va, comme vous le disiez, nous on est dans une commune rurale, les budgets ne sont pas les mêmes que si on est à Nantes ou à Bordeaux. Merci. Ouais, alors tu veux répondre, Colline, ou... Je ressors le chiffre pour la partie formation sur 2 jours, ça on l'avait bien, parce que ça, pour beaucoup, la formation, elle est, je veux dire, pas dépendante de à qui on l'a fait. Donc, celle-là, je peux vous donner les chiffres. Pendant que Colline regarde, sur le coaching, c'est quelque chose c'est un format qu'on a déjà éprouvé auprès d'entreprises également. Et en fait, ça dépend assez étroitement du nombre d'heures, de la récurrence. Voilà, donc, on a une grille qu'on pourra vous transmettre si vous êtes intéressé. Également. Est-ce que tu as trouvé l'info, Colline? Oui, alors la formation donc du coup, c'est sur 2 jours, hors frais de déplacement, du coup, qu'on inclut, enfin qu'on ajoute si jamais c'était vraiment loin du 44. On est sur du 1 200 € hors taxe les 2 journées de formation. Donc, comme je le disais, après, il y a le détail de la formation dans le flyer, mais une première journée vraiment sur la posture, le fond, voilà, et une deuxième journée sur tous les outils, comment les utiliser et comment être autonome sur l'accompagnement Agenda 2030. Donc ça, c'était pour l'offre 2. Donc le coaching, c'est bon, on l'a mis sur devis pour l'instant. Ça dépend vraiment du nombre d'heures en fait qu'on y alloue. C'est plutôt un tarif horaire. Ça dépend également si c'est sur du présentiel ou distanciel. Mais ça, c'est tout le temps sur devis, donc après validation des 2 parties. Et il y avait quoi? Et alors, juste un petit aparté sur le coaching. À terme, lorsque la coopérative sera davantage avancée, il pourrait y avoir des coachings en petits groupes. Donc, on pourra envisager ça, ce qui peut réduire le coût par personne également. Bon, pour l'instant, c'est du coaching prévu en individuel. Je ne sais pas si c'était compris comme ça dans le slide.
Et alors, du coup, pour la partie 4, sur l'accompagnement externalisé en distanciel, Colline, tu veux reprendre la main? Oui, alors là, honnêtement, on l'avait pas budgétisé parce que De finalement, manière distincte, ouais. En fait, ça revient grosso modo à la même quantité de travail, hein, finalement. c'est ça, c'est vraiment que les frais de déplacement et du coup un peu moins de temps parce qu'on ne considère pas le temps de déplacement dans l'accompagnement. Donc, je peux pas dire un chiffre exact, mais on sera entre du 12 et du 15 000 euros, quoi. D'ailleurs, c'est 14 000, si vraiment on va être précis, c'est 14 600 euros l'accompagnement sur l'année. Ah oui, Justine? Oui, je disais, non, je ne disais pas, mais on accueille Monsieur Gauthier, je crois. Bienvenue, Monsieur Gauthier. Sur le webinaire, je ne sais pas si Monsieur souhaite prendre la parole ou non. Oui, bonsoir. Non, je me suis juste connecté pas longtemps parce que là, je repars en réunion. Donc, c'était pour D'accord. voir à quoi ça ressemblait, mais je regarderai le replay s'il y en a un. Oui, tout à fait. C'est prévu. En espérant que le replay fonctionne, on vous l'enverra avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir. De toute façon, j'ai une citoyenne, Audrey Bonga, qui est en ligne. Donc, ah, très bien. Merci. Eh ben, super. Je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Bonne soirée à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? N'hésitez pas. Oui, Véronique. Oui, je voudrais savoir si vous avez des... Je comprends bien que vous êtes une jeune coopérative et je me demandais, pardon, je vais mettre la caméra, c'est peut-être plus agréable, si vous avez des relais, si vous avez déjà un réseau en fait d'autres coopératives ou enfin de gens qui ont un peu le même état d'esprit que vous ailleurs en France. Alors, c'est une très bonne question. On a surtout travaillé notre réseau à proximité pour l'instant. Mais on a, oui, on a des... Alors, pas forcément toujours en format coopératif, mais on a des partenaires, dont une personne qui est consultante RSE à Toulouse, par exemple, voilà, avec laquelle on a déjà travaillé sur un projet. Et on est assez impliqué, en fait, voilà, dans le 44. On est adhérent d'associations environnementales ou qui agissent pour la transition écologique. On peut citer Ecopol, par exemple, à Nantes, si vous connaissez. Alors, sur les coopératives, il y a un mouvement des coopératives que vous pouvez découvrir, qui sont les licornes avec 2 i. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous faisiez peut-être référence. Avec 2 O, non? Avec 2 O. 2 O, pardon. Oui, 2 O. Licorne de coopération, oui. Voilà, pardon, oui, excusez-moi. Pour faire un peu le clin d'œil avec les fameuses licornes du monde des startups, et bien voilà, là, c'est les licornes coopératives. Donc, par exemple, Cellcoop, Relcoop, etc. Donc, nous, on est un peu jeunes, en fait, pour nous intégrer dans ces réseaux-là. Mais si tout se passe bien, c'est une ambition qu'on portera pour d'ici quelques mois, quelques années. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres retours, questions, remarques? N'hésitez pas. Oui, Audrey. Alors, je vais aller sur un terrain peut-être un peu différent, vu que je fais un master en redirection écologique qui est un peu différent de la transition écologique. Et je me demandais si dans vos accompagnements, vous intégriez aussi la notion de renoncement à certaines activités pour l'agenda 2030, parce qu'il y a des choses pour être en phase avec les ODD, où certaines communes vont devoir changer aussi leurs pratiques, rediriger certaines activités. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte également ? Alors, la réponse dépend on va dire, de la quantité et de la qualité de la sensibilisation et du point de départ, en fait, des gens, du public qu'on a face à nous. Notre priorité, nous, c'est de la mise en action. Alors, si on arrive à aller vers du renoncement d'activités qui, entre guillemets, n'ont pas d'avenir, c'est super. Mais sans nécessairement braquer et empêcher la mise en mouvement, en se disant que le renoncement, il est peut-être un peu plus loin. Alors, sur un plan philosophique et avenir de notre civilisation, etc., je me permets de parler pour Justine et Colline, mais ça fait partie de notre cadre de pensée.
Mais on est aussi conscient que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'il faut aussi respecter cette évolution des mentalités qui peut prendre un peu de temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Absolument, merci beaucoup. Avec plaisir. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Hein. On est vraiment dans une posture d'essayer d'être le plus constructif, bienveillant et dans l'accompagnement. S'il faut par des petits pas, en espérant que les grands pas suivent derrière. Et un des grands pas, oui, c'est de renoncer à des choses, bien sûr. Oui. Oui, Armand. Moi, je dirais qu'il est évident qu'on ne peut pas changer les comportements d'un coup d'un seul dans tous les domaines. Et sur le plan de l'énergie, par exemple, nous, on essaye de se battre au niveau de la ville pour qu'il y ait que chaque agent fasse au mieux pour économiser l'énergie dans son bureau. Et pas automatique. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation qu'on essaye de mener. Au niveau de l'agriculture, sur le territoire, on essaye aussi de faire avancer les choses en travaillant avec les agriculteurs pour passer au bio. Mais c'est pas évident non plus parce que il faut quand même que l'agriculteur il vive, sinon survive. Et donc voilà, on essaye de faire avancer différents objectifs, d'avancer sur différents objectifs, mais voilà, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Alors tout à fait, certaines choses clairement prennent plus de temps que d'autres, hein, je vous rejoins complètement. Ce qui est une certitude, c'est qu'une fois que l'information est donnée, ça ne suffit pas en fait, il faut aussi lever les freins. Alors c'est l'exercice qu'on a fait sur notre proposition de valeur, hein, vous l'avez vu, comment lever les freins à la mise en route, bon, de manière un peu intéressée de l'agenda 2030 avec Fertilité, ou d'ailleurs sans Fertilité. Mais c'est la même logique si vous citez les agriculteurs. Il y a des choses sur lesquelles vous avez des leviers et d'autres sur lesquelles vous n'avez pas de levier direct, mais ça ne doit pas vous empêcher d'agir. Hein. C'est le fameux triangle de l'action ou de l'inaction. Ouais. Comment agir sur les leviers qui sont à votre portée et comment participer plus collectivement, peut-être en votant. Si on parle de l'agriculture, il y a l'agro-industrie, la grande distribution, des choses sur lesquelles vous avez peut-être moins directement prise, hein, voilà, mais sur lesquelles on a quand même une prise indirecte et collectivement. En tout cas, se mettre en action est toujours possible, et ça, on pourra peut-être vous transmettre également. Je ne sais pas ce que tu en penses, Colline, mais notre associé Colline a travaillé sur une variante du triangle de l'inaction qui pourrait du coup peut-être vous intéresser et qui, sauf erreur de ma part, figure sur notre site internet quelque part dans le blog peut-être. Je suis même pas sûre. On l'a envoyé. En fait, concernant, c'était le triangle de l'action, effectivement, pour pas trop faire un focus sur tout ce qu'on ne peut pas faire ou tout ce qu'il faudrait faire, mais plutôt tout ce qu'on peut faire finalement de notre statut de citoyen, de salarié et d'élus, de votants, quoi, de citoyens. Oui, tout à fait. Et Justine, oui, tu voulais prendre la parole ? Oui, on a une question de Nathalie dans le chat qui nous demande nos autres références de collectivité dans le 44. Ah, je laisse la main à Colline alors, je pense. Oui. Eh bien, pour le moment, comme on disait, on est quand même une jeune coopérative, donc on n'a pas pu aller jusqu'à la deuxième phase, on va dire, de diagnostic territoire. On est focalisé pour l'instant avec quelques communes sur la première phase de sensibilisation, où malheureusement, à notre inconvenu, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup à faire encore malgré la jeunesse de certains conseils municipaux pour comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de tout ça. De sortir aussi un peu de la... Très souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que transition écologique était égale à transition énergétique pour les élus.
Donc, on essaye d'avoir cette vision beaucoup plus écosystémique avec les fameuses 9 limites planétaires. Et donc là-dessus, on a des références plutôt tournées autour de la biodiversité auprès de communes. Donc, format sensibilisation, grand public et élus de la commune. Mais voilà, notre vocation, c'est vraiment d'arriver à aller sur un accompagnement plus long terme avec des actions plus concrètes et passer le cap de faire des diagnostics et de faire des feuilles de route. Donc, on veut vraiment pouvoir aller un maximum dans le concret au plus vite pour démultiplier vraiment l'impact que Fertilité voudrait avoir rapidement. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Je me suis un peu étendue. Si, ça répond. Pas de souci. Justine, merci pour la question. Oui, je voulais juste rajouter un complément aussi en disant que on est en pourparlers avec 2 collectivités pour mener soit un accompagnement complet de l'agenda 2030 ou soit une formation de la personne qui est en charge, qui sera en charge de cette démarche-là. Mais pour des raisons de confidentialité et de difficulté du marché public que vous devez très certainement déjà connaître, je ne peux pas m'engager sur le fait qu'on sera retenu ou non. Donc voilà, je préfère le dire de cette façon-là. Alors, il faut aussi, merci pour le complément, Justine. Aussi, nous avons cette enquête nationale auprès des élus et agents municipaux, dont vous avez déjà touché un mot, qui va vraiment éclairer la façon dont on va s'adresser en fait aux élus. Et donc, ça participe à aussi notre mise en mouvement commercial, on va dire. Oui, et merci pour le lien, d'ailleurs, Justine. Justine vous a envoyé le lien de cette enquête dans le chat. Si vous le souhaitez, que vous avez des élus ou agents municipaux autour de vous, n'hésitez pas à les faire circuler autour de vous. Nous souhaitons 300 réponses, on est à 250 environ actuellement, ce qui donne déjà une certaine représentativité aux résultats qu'on pourra obtenir de cette enquête. Enquête qui porte sur donc la perception de la transition écologique des élus et agents municipaux, des freins rencontrés, des actions qu'ils souhaitent mettre en place et un focus sur l'agenda 2030 également. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas. Dans la même démarche, nous, Serment, hein, donc, oui, dans la même démarche que cette enquête, nous, au niveau de la ville, on a lancé un micro-couloir, on a appelé ça, auprès des agents sur qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que la transition écologique, etc. Et, c'était une façon déjà d'entendre un petit peu ce que chacun comprend par la chose, mais en même temps, pour ceux qui étaient moins sensibilisés, c'était l'occasion de mettre le doigt sur ce fameux sujet. Et ça apporte des réponses intéressantes et ça motive l'ensemble, puisque ensuite ça a fait l'objet d'un petit reportage sur le site de la ville. Et voilà, donc ceux qui n'ont pas participé, ils entendent. Et ça fait avancer cette idée donc, du développement durable, ce concept et surtout de cette transition qu'il faut mettre en marche, quoi. Ouais, c'est très, très intéressant. Un micro-couloir, du coup, on va retenir. On appelait ça, au lieu du micro-trottoir, voilà, on l'appelle ça un micro-couloir. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et voilà, notre chargé de mission développement durable passait dans les différents services et bavarder tout simplement. Mais en plus, elle se débrouillait très bien, donc ça a donné de bons échanges qui je pense, ont permis de faire avancer un petit peu la chose sur la ville. Okay. Par ailleurs, on essaie aussi, sur la ville de la Possession, on travaille pas mal sur la biodiversité, donc la restauration de la biodiversité sur nos territoires. Et ça aussi, on essaye de le faire savoir, de partager toutes les actions qui se font. Et
En fait, ce qu'il faut, c'est partager pour que les gens voient qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait dans la ville, nous, en tant qu'élus, et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à porter leur part. On a fait aussi un petit travail avec les élèves, enfin un petit travail depuis 2 ans, 3 ans. On a lancé un petit concours sur le petit colibri à partir de la légende amérindienne de monsieur... j'ai oublié le nom là tout d'un coup. J'ai plus le nom non plus, mais oui, je vois de quoi là, parler c'est aussi. incroyable. Pierre Rabhi. Il est parti là. C'est l'heure du dodo là, je crois, chez moi. Donc, Pierre Rabhi. Voilà. Et voilà. Et donc les enfants, ils ont imaginé la suite que ça a pu, qui a pu être donné par les animaux donc en Amérique du Sud. Et on avait même imaginé un déplacement de situation sur l'île de la Réunion, sur notre site à nous, avec nos animaux, notre faune et notre flore. Et voilà, ça a donné des petites choses intéressantes qui font que les enfants aussi ont réfléchi dans les écoles. Là, ce concours-là est répété là encore cette année. On va voir combien de temps ça. Mais ça, oui, vous mettez bien, je trouve, en lumière le fait que, effectivement, dans tout sujet de transition, il faut vraiment axer ça sur le collectif et faire participer tous les acteurs avec leur sensibilité. Et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, déjà avec notre statut de coopération, de coopérative. C'était vraiment l'idée de base d'arriver à lier tous les écosystèmes. Et demain, si effectivement il y a pas un Fertilité des bis, mais quelque chose qui se ressemblera à Fertilité à l'autre bout de la France, comme le disait, je crois, Véronique, voilà, qu'on puisse faire des échanges comme ça entre des échanges d'expérience aussi, des retours d'expérience, et mettre vraiment le point sur qu'est-ce qui a marché où et pourquoi ça a marché, ou qu'est-ce qui a fait que ça a été ralenti. Pas reproduire les erreurs, mais plutôt reproduire les succès à droite à gauche. Donc, oui. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de prôner et de pousser le collectif. De mobiliser chacun, parce que finalement, je pense que chacun a tout intérêt à être mobilisé, c'est juste qu'on n'a pas forcément les mêmes sensibilités, donc certains, ça va être protection de la biodiversité qui va plus les atteindre, d'autres, ce sera les économies vraiment financières, plus le côté pécunier, mais bon, c'est aussi un levier pour aller vers de l'écologie, autant l'utiliser. Donc voilà, on se forme aussi, on est formés tous les trois en tant que, c'est une petite parenthèse, mais en tant qu'animateur en intelligence collective, et on apprend comme ça au fur et à mesure à lever tous les biais qui peuvent subsister entre les personnes, et apprendre à adapter son langage avec qui on est en face de nous. Si on a des gens climato-sceptiques, bon, on va pas leur parler de préserver la planète, on va plutôt leur parler d'économie financière, par exemple. Oui, voilà. Financière. Exactement. Notre but étant toujours d'aller vers un territoire plus résilient, donc on prend tous les moyens qui sont possibles pour y arriver. Et un petit ajout dans le chat, merci Colline, on a fait un petit article qui vaut ce qu'il vaut sur la SNB, la stratégie nationale biodiversité, si vous voulez jeter un œil, Armand, vous connaissez peut-être, qui est particulièrement importante, alors qui est dans le chat, mais sinon vous retrouverez sur notre blog fertilité.fr/blog, qui est utile en métropole, mais particulièrement dans vos territoires où la biodiversité est très très riche. Oui. Donc, voilà. Très riche et qu'il faut soigner. Exactement. Ouais. Eh bien, merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres retours, remarques? N'hésitez pas. Non, on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres... Justine, est-ce que tu as vu d'autres questions dans le chat, peut-être Non, pas à ma connaissance. Ok. Eh bien, avec plaisir, Véronique. Merci d'avoir été là. Justement, si on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques, dernière chance. C'est votre dernière chance de poser une question. Dans ce cas-là, on va vous remercier énormément d'être venu ce soir pour cette présentation. Comme l'indiquait Colline, on ne va pas vous laisser sans infos complémentaires. On va vous envoyer un petit mail dans les jours à venir, un petit récap avec d'autres informations.
Et bien entendu, si vous êtes intéressé de travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra organiser une visio ou un rendez-vous face à face ou en distanciel, de manière plus individuelle sur vos enjeux, sur votre contexte communal spécifique, et on sera ravis d'en discuter plus en détail avec vous, bien sûr. Nathalie souhaite prendre la main de la dernière chance. Oui, très bien. J'avais juste une question. Est-ce que je peux avoir la présentation? Parce qu'en fait, ma bande passante n'a pas du tout fonctionné. Donc, en fait, je n'ai vu que des tout petits bouts. Ouais. On se le note de l'ajouter dans le mail récap alors. Ouais. Par contre, du coup, en fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi qui étais un petit peu loin de tout ça, et je me suis dit que notre collectivité n'était pas si mal parce qu'on est déjà territoire engagé pour la nature. Okay. Donc, ça, c'est bien. On suit aussi déjà la loi Egalim au niveau du restaurant scolaire. On doit être à 35, un peu plus de 35% de bio. Donc, c'est bien. Et puis d'achat local aussi. Donc, non, j'ai trouvé ça très, très bien. Et les exemples, parfaits, en fait. Et si on pouvait avoir d'autres exemples, ça serait super. D'accord. Plus d'exemples pour les prochaines. Ouais, exactement, ouais. On attend aussi beaucoup d'exemples à vous donner. Si on aura eu l'occasion d'accompagner, en effet. Ouais, super, merci. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, je crois que c'est Véronique qui serait intéressée. Je pense qu'on pourra envoyer la présentation à tout le monde. Alors moi, j'ai envie de faire comme au théâtre, quand vous allez voir du stand-up ou au théâtre, à la fin, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parlez-en autour de vous. Hein. C'est comme ça que le spectacle reviendra. Non, mais plus sérieusement, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez d'autres communes qui pourraient être intéressées par notre démarche, que ce soit pour se sensibiliser à l'agenda 2030 ou pour travailler avec nous, n'hésitez pas aussi à en parler. Ça nous aidera beaucoup à faire connaître la démarche et à la déployer sur les territoires. Donc moi, je vous remercie. Je laisse la parole à Colline et Justine. Si vous souhaitez également. Ouais, je vais juste couper l'enregistrement avant d'oublier. Je ne sais pas ce qui se passerait si jamais je